Bonjour, le changement climatique, on en entend parler tous les jours, c'est vrai. Mais concrètement, comment on s'y attaque? Eh bien aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va ouvrir ensemble la fameuse boîte à outils des gouvernements pour voir de plus près les instruments qu'ils ont vraiment en main pour mener ce combat. Alors, le cœur du problème, c'est une idée assez simple en fait. Le climat, c'est un bien commun, un bien public. Mais voilà, le marché, si on le laisse faire tout seul, il n'arrive pas à le protéger. Les économistes ont un terme pour ça. Ils appellent ça une défaillance de marché. Et c'est exactement pour ça que l'intervention publique devient non pas une option, mais une nécessité. Ok, pour bien piger la suite, il y a un concept absolument central à avoir en tête, celui d'externalité négative. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est tout bête. Imaginez, une usine pollue une rivière. Le coût de cette pollution, eh bien c'est pour tout le monde, les pêcheurs, les habitants. Mais l'usine, elle, ne le paie pas directement. Ce coût externe, invisible sur la facture, c'est ça, l'externalité négative. Et c'est le point de départ de toute politique climatique. Bon, voici le programme. On va d'abord poser le problème, puis on va inspecter nos 3 outils principaux, la réglementation, la fiscalité et les marchés du carbone. Et pour finir, on verra comment on choisit le bon outil pour le bon travail, un peu comme un artisan. C'est parti. Allez, on commence avec le premier outil, le plus direct, le plus, disons, autoritaire de la boîte, la réglementation. Et la réglementation, c'est simple, c'est la loi. On ne discute pas, on ne négocie pas. L'idée, c'est de fixer des règles très claires. Ça, c'est interdit, ou ça, c'est limité. C'est l'instrument de la contrainte par excellence. Et ça peut prendre plein de formes différentes dans notre quotidien. Par exemple, les normes d'émission qui limitent la pollution de notre voiture. Ou encore, l'obligation d'installer du double vitrage dans les nouvelles constructions pour mieux isoler. C'est aussi l'interdiction de certains gaz dans les frigos, comme les fameux CFC. Bref, ce sont des règles qui encadrent notre environnement. Mais alors, est-ce que c'est l'outil parfait ? Pas si simple. Le gros avantage, c'est que c'est rapide et efficace pour un problème bien précis. On veut interdire un polluant dangereux, hop, une loi, et c'est réglé. Par contre, c'est un outil très rigide. Il n'incite pas à faire mieux que la norme. Et surtout, ça peut coûter très cher à l'économie, parce que tout le monde doit s'adapter de la même manière, que ce soit facile pour eux ou non. C'est un peu l'approche taille unique, et ça ne marche pas toujours. Ok, on a vu l'outil de la contrainte. Maintenant, on change complètement d'approche. Passons à un instrument qui joue plus sur la finesse, sur l'incitation. La fiscalité et les subventions. Ici, le principe de base est connu. C'est le fameux pollueur-payeur. L'idée, c'est de donner un prix à la pollution. Si polluer a un coût, alors logiquement, les entreprises et les particuliers vont chercher à polluer moins pour payer moins. C'est tout le principe de l'incitation économique. Le meilleur exemple, et il est encore dans toutes les têtes en France, c'est bien sûr la taxe carbone. Sur le papier, c'est logique, mais dans la pratique, c'est une autre histoire. On l'a vu en 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes, ça peut devenir socialement et politiquement explosif. Mais la fiscalité, ce n'est pas que des taxes, c'est aussi l'inverse, les subventions. Là, c'est la politique de la carotte plutôt que du bâton. On récompense les bons comportements. L'exemple typique, c'est le bonus-malus automobile. On taxe les voitures polluantes pour financer une aide à l'achat de voitures plus propres. Attention, il y a un piège avec les subventions, un effet pervers bien connu qu'on appelle l'effet rebond. C'est simple, si on subventionne une voiture électrique super efficace, on pourrait être tenté de l'utiliser beaucoup plus qu'avant parce que ça coûte moins cher. Et au final, eh bien, on n'a pas forcément réduit la consommation d'énergie globale, voire on l'a augmentée. C'est un vrai casse-tête. Alors, si on fait le bilan pour la fiscalité, d'un côté, c'est un outil très souple. Il pousse à l'innovation continue. Plus on trouve des moyens de polluer moins, plus on économise, et ça peut même rapporter de l'argent à l'État pour financer la transition. Mais le gros point noir, c'est l'acceptabilité. Une nouvelle taxe, c'est rarement populaire, et ça peut peser très lourd sur le portefeuille des ménages les plus modestes. Bon, on a vu la contrainte et l'incitation. Place au troisième grand outil, le plus sophistiqué peut-être, les marchés du carbone. L'idée ici est fascinante. On va utiliser les forces du marché pour corriger une défaillance du marché. Comment ça marche? C'est un mécanisme en 3 temps. D'abord, l'État fixe un plafond global d'émissions à ne pas dépasser pour un secteur. Par exemple, l'industrie. C'est le cap. Ensuite, il distribue des permis de polluer, des quotas, aux entreprises. Et enfin, et c'est là que ça devient un marché, les entreprises peuvent s'échanger ces permis. C'est le trade. Cap and trade. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr le marché européen, qui a été lancé en 2005. Ça a été un long chemin, avec des hauts et des bas, mais il a beaucoup évolué. En 2022, on a vu le prix de la tonne de CO2 exploser, et bientôt, en 2026, on aura même un ajustement aux frontières pour protéger l'industrie européenne. Et regardez ce graphique, c'est saisissant. Pendant des années, le prix de la tonne de CO2 était dérisoire, autour de 7 € en 2018. Polluer ne coûtait quasiment rien. Et puis, d'un coup, la flambée. Plus de 90 € en 2022. Et là, ça change tout.
Pour un industriel, ça devient soudainement très très rentable de trouver des solutions pour émettre moins de CO2. Alors, les plus et les moins de cet outil. L'avantage numéro 1, c'est l'efficacité économique. On est sûr d'atteindre l'objectif de réduction d'émissions, et ce, au coût le plus bas possible pour la collectivité. C'est le gros point fort. Le revers de la médaille, c'est que c'est un système complexe, coûteux à gérer, et qui peut être très volatile. Un prix qui monte et qui descend, ça crée de l'incertitude. Et il y a aussi le risque de ce qu'on appelle les fuites de carbone. Si ça coûte trop cher de produire en Europe, une entreprise peut être tentée de délocaliser, là où il n'y a pas de marché carbone. Ok, on a donc nos 3 outils sur l'établi, la réglementation, la fiscalité, le marché. Alors, la question à million, lequel est le meilleur? Eh bien, la réponse est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'outil magique. C'est comme un artisan. Il ne va pas utiliser un marteau pour visser une vis. La réglementation, c'est parfait pour une urgence sanitaire. La fiscalité, c'est bien pour des pollutions très diffuses comme les voitures. Et le marché du carbone, lui, est taillé pour les grands sites industriels. Chaque problème a son outil. Et c'est ça la vraie conclusion. Ces instruments ne sont pas en compétition. Au contraire, ils sont complémentaires. La clé d'une politique climatique qui marche, c'est justement de savoir les combiner intelligemment pour que les forces de l'un compensent les faiblesses de l'autre. Un bon artisan, c'est celui qui maîtrise toute sa boîte à outils, pas un seul de ses outils. Ce qui nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. On voit que la France, par exemple, anticipe un réchauffement qui pourrait atteindre les 4 degrés. Face à un choc d'une telle ampleur, est-ce que les outils que l'on vient de décrire seront encore à la hauteur, ou faudra-t-il en inventer de nouveaux? La question reste ouverte.